Les coulisses du biz, c'est le regard des communicants sur l'actualité économique du jour. Et avec nous ce soir, Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Jean-Xavier Arnaud, conseiller chez Tilder. Et on commence tout de suite, messieurs, avec la faillite de la plus vieille agence de voyage, Thomas Cook. Elle a été mise en liquidation judiciaire la nuit dernière, une faillite qui couvait depuis des années. La santé financière de l'entreprise n'a cessé de se dégrader depuis 10 ans. Au premier semestre, sa dette atteignait 1,5 milliard de livres. Thomas Cook, en quelques chiffres, c'est 21 000 employés, 19 millions de clients par an. Écoutez le PDG de l'entreprise, Peter Funkhauser. I want to apologize to my 21,000 colleagues who I know will be heartbroken. Je tiens à m'excuser auprès de mes 21 000 collègues qui vont avoir le cœur brisé. Vous vous êtes battus si fort pour faire de Thomas Cook un succès. Ensuite, je veux m'excuser auprès de tous nos clients qui sont actuellement en vacances ou qui ont réservé des séjours. Je voudrais m'excuser aussi auprès des milliers d'hôteliers et fournisseurs qui nous ont soutenus dans les bons et les mauvais moments et qui doivent maintenant eux-mêmes faire face à des difficultés. Jean-Xavier Arnaud, sur la forme, ces excuses du patron de Thomas Cook, ça pèse pas lourd face au cataclysme provoqué par cette faillite, tant pour les clients que pour les compagnies qui travaillent avec Thomas Cook. Ça pèse pas très lourd. Et ce qui arrive à Thomas Cook, en fait, ça montre une chose finalement assez évidente, c'est qu'on est prêts, nous tous, en tant que consommateurs, que clients, à ne payer que les services qu'on ne peut pas se rendre à soi-même. Et finalement, peut-être que le problème de Thomas Cook, ça a été que son principal concurrent est progressivement devenu celui qui était également son client. Aujourd'hui, les voyages, on les organise soi-même, on les organise en ligne, à la carte, à bas coût. Et au fond, sur aucun de ces items, Thomas Cook n'était encore capable d'avancer un vrai avantage compétitif par rapport à ce que peuvent faire les clients seuls aujourd'hui grâce à des acteurs que sont les comparateurs et les services de réservation en ligne d'hôtel, que sont certains tours opérateurs qui survivent encore parce qu'ils sont sur notamment ou du très bas coût ou au contraire du très haut de gamme. Très haut de gamme. Aucun de ces secteurs-là n'était occupé par Thomas Cook et finalement ça montre bien que le modèle de l'entreprise n'a pas su s'adapter à un changement des habitudes des consommateurs ou en tout cas n'a pas su faire percevoir par le marché la valeur ajoutée qu'il était encore capable d'amener aujourd'hui. Frédéric Fougera, sur le fond, cette faillite, ça révèle la fin d'un modèle ? Ça révèle la fin de ce modèle-là, oui. La fin d'un modèle, peut-être pas dans le sens, le modèle n'est peut-être pas terminé, mais c'est un modèle qui s'éteint et qui doit apprendre à se renouveler, à apporter d'autres services ou alors à vraiment se dynamiser en allant davantage sur le digital. Et ce qui vient d'être dit, je suis d'accord sur le fait que on est aujourd'hui pour Thomas Cook dans une situation intermédiaire entre le très bas prix et le très haut de gamme. Et je pense que ces deux segments sont déjà attaqués et vont être eux-mêmes aussi attaqués, puisque soi-même, on peut aussi aller construire son propre voyage tant sur du très haut de gamme ou sur du comparateur pour avoir du très bas de gamme ou du très bas prix. Donc, de toute façon, c'est l'ensemble du modèle du voyage qui est en pleine transformation et qui est en danger pour ceux qui n'imaginent pas devoir se transformer. Jean-Xavier Arnaud, est-ce que ça veut aussi dire qu'on est en train d'abandonner le tourisme de masse pour aller vers un tourisme plus individualisé, avec accès seul à des plateformes telles Airbnb, Booking, et à faire son propre voyage seul et sur mesure? On l'a déjà fait en grande partie, en effet, et je pense que c'est de ça qu'a souffert Thomas Cook au cours des dernières années. Mais il reste aujourd'hui encore, et c'est ce qu'on a été amené à dire au cours des dernières minutes, il reste encore des modèles de voyage collectifs, clés en main, mais qui sont terriblement concurrencés par le sur-mesure individuel. Encore une fois, si on est capable de s'organiser soi-même son voyage sans avoir à payer l'intermédiaire, quelle place pour l'intermédiaire? Honnêtement, à peu près aucune. Et Thomas Cook vraiment était dans cette situation, et c'est pour ça que l'entreprise disparaît aujourd'hui. Mais ça veut dire aussi que Thomas Cook n'a pas su réinventer son modèle. Ils n'ont pas vu venir cette vague-là? Sans doute trop tard, sans doute. Je trouve qu'il y a une chose intéressante dans la manière dont les journaux parlent de Thomas Cook aujourd'hui. On parle toujours d'un acteur historique, d'une vénérable institution. Enfin, beaucoup de termes qui laissent penser que la perception par les médias qui suivaient l'entreprise était celle d'un groupe
certes historique, mais qui n'était pas forcément très, très visionnaire sur son avenir immédiat et qui finalement... Alors à l'époque il l'était, parce que Thomas Cook, oui. il est né en 1808, il a quand même créé le premier circuit touristique à travers l'Europe, on était en 1855, il a créé la première croisière sur le Nil, le premier chèque voyage aussi. Comment une entreprise comme Thomas Cook a pu perdre comme ça son essence, son âme d'innovation ? Je pense que c'est ce que disait Jean-Xavier. Les médias en parlent comme ce que c'était, c'est-à-dire une institution anglaise, bien calme, bien tranquille, bien installée, mais une institution qui n'a pas vu le monde évoluer ou qui, par sa prédominance, n'a pas voulu voir ou n'a pas su voir le monde qui l'entourait, et ça arrive au résultat qu'on a aujourd'hui. Et, finalement, dans le tourisme en Grande-Bretagne, je pense que la marque Thomas Cook, la force de la marque Thomas Cook, c'est un petit peu comparable en France à ce qu'est le Club Med. Je sais pas les mêmes modèles, mais en termes de force de marque dans le tourisme, c'est assez comparable. Finalement, on peut comparer un peu les deux entreprises. Il y en a une qui, en France, a failli connaître un sort identique il y a quelques années et qui, elle, a su se réinventer à coup de réformes ultra poussées de son modèle et de sa stratégie. Thomas Cook ne l'a pas fait. On voit laquelle des deux est encore vivante aujourd'hui. Les deux partageant d'ailleurs par ailleurs un actionnaire, ce qui est intéressant. L'actionnaire Fosun. Oui. Absolument. Tout autre sujet dans les coulisses du biz avec LVMH qui mise sur l'e-sport. C'est l'industrie du jeu vidéo en ligne. Le groupe s'associe au championnat de League of Legends, la référence en la matière. Louis Vuitton va fabriquer la valise qui va abriter le trophée de la compétition, les tenues des participants du prochain championnat, et Louis Vuitton va aussi créer une collection capsule qui sera bientôt disponible en boutique. C'est la première fois qu'une marque de luxe s'engage à ce point dans le e-sport. Frédéric Fougera, comment vous voyez ce nouveau partenariat ? Vous avez précisé à ce point, parce qu'en fait c'est la troisième arrivée de LVMH sur le e-sport, puisqu'ils ont commencé par TIE Heuer, puis Sephora, qui avait du sens, puisque le temps, le sport, le chronomètre. Ensuite Sephora, quand ils ont réalisé en 2018 que finalement, comme la cosmétique, l'e-sport n'était pas réservé à un genre, mais était autant masculin que féminin. Donc toujours construction de l'histoire de la marque qui a du sens. Et là aujourd'hui, c'est une troisième tentative pour construire cette histoire de la marque dans un partenariat qui est plus large, qui est plus créatif, mais qui a toujours le même sens et qui est un petit peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait, ce que je trouve à la fois gonflé, mais ça, comme ça a du sens, je trouve ça plutôt intelligent. Alors, vous l'aviez évoqué, il y a eu TIE Heuer, Sephora, et là, Jean-Xavier Arnaud, on parle quand même de Louis Vuitton. C'est un peu le vaisseau amiral de LVMH. Comme le disait Frédéric, je trouve que c'est assez audacieux comme partenariat. Juste si on revient un petit peu sur ce que fait Louis Vuitton aujourd'hui dans le sport, cette mallette qui sert à transporter un trophée, ils le font pour 3 autres compétitions. La première, c'est la Coupe de l'América, qui est tout simplement la plus ancienne compétition sportive au monde, et les 2 autres, ce sont la Coupe du monde de rugby et la Coupe du monde de football, qui sont les principaux événements de sport collectif planétaire. Et à ça vient aujourd'hui s'ajouter le championnat du monde de League of Legends. Donc quand même, c'est faire jouer l'e-sport dans la cour des plus grands sports. Et ça, déjà, le bénéfice, je pense qu'il est avant tout pour l'e-sport, qui va acquérir en partie grâce à ce partenariat une place tout à fait différente aux yeux du public. Là où le pari est audacieux également, c'est que en général, une marque de luxe va parier sur 2 types de catégories de partenariat. Une, très grand public, et c'est ce que je viens de citer pour Vuitton jusque-là, et les autres vers des sports qui sont assez ancrés dans l'imaginaire du luxe. Je pense par exemple à Rolex qui sponsorise le golf, le tennis, l'équitation, que des sports qui dans l'imaginaire collectif sont assez proches de l'univers du luxe. Là pour le coup, on va vers le e-sport qui est quelque chose qui n'est pas du tout encore associé à l'univers du haut de gamme, à l'univers du luxe, et donc vers un élargissement de la cible de ce type de marque, une marque comme Vuitton, vers un public plus jeune, vers un public qui n'est pour l'instant développé que principalement en Asie, et vers un public également, et c'est aussi intéressant de le voir, qui ne suit pas les événements en question, donc les compétitions de e-sport, à la télévision, mais uniquement sur Internet, puisque pour l'instant, c'est sur ce canal que sont diffusées ces compétitions. Donc un vrai changement dans la manière de toucher, dans le type de cible qu'on veut toucher pour un partenariat sportif. Frédéric Fougera. C'est effectivement un investissement, et quand on parle d'Asie, c'est effectivement une zone géographique qui intéresse beaucoup les marques de luxe et peut-être au premier rang desquelles LVMH. Et ce que je vous souhaitais dire, c'est que je trouve ça, quand je dis que c'est très cohérent, c'est que je pense qu'une marque, on doit la trouver là où on l'attend
parce que c'est sa place, mais on doit aussi la trouver là où on ne l'attend pas, pour créer de la rupture, pour créer de l'innovation, pour créer de la lumière sur elle-même. Et là, je pense que c'est ce double jeu qu'est en train de faire LVMH. Alors, évidemment, le risque, le danger, c'est de ne pas être partout, parce que quand on est partout, on risque d'abîmer la marque, mais c'est ce que fait LVMH, et je trouve ça plutôt extrêmement intelligent. Plutôt bien joué. Et j'ajoute qu'en mai dernier, LVMH s'est associé avec la chanteuse Rihanna pour développer la marque de mode et de cosmétiques Fenty. Là aussi, François-Xavier Arnaud, c'était un moyen d'attirer les jeunes, en quelque sorte? C'est un moyen surtout, et dans les deux cas, d'aller vers un luxe qui est peut-être moins statutaire, qui va peut-être plus à la rencontre des évolutions de la société, et en effet qui va vers un rajeunissement du public. Je pense en effet que les deux initiatives sont comparables. Après, juste sur l'e-sport, quand même mesurer que pour l'instant le partenariat ne porte que sur l'édition 2019. Donc ça reste potentiellement un coup d'essai, et Louis Vuitton tirera le bilan après la compétition. Ça sera à suivre, effectivement. Frédéric Fougera, le mot de la fin. Je voudrais juste vous donner un chiffre, parce que je ne suis pas certain que tous les gens qui nous écoutent ou nous regardent réalisent réellement ce que représente l'e-sport. L'e-sport, la finale, par exemple, qui se jouera en novembre à Paris, c'est l'équivalent l'an dernier, mais donc ça sera forcément plus cette année, c'était 100 millions de vues. L'équivalent, le Tour de France, c'est 10-12 millions de vues. Là, 100 millions de vues. Donc c'est quand même un phénomène extraordinairement fort. Merci à tous les deux. Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia, et Jean-Xavier Arnaud, conseiller chez Tilder.